les amis et bienvenue sur les carnets de l'INSEE, une édition spéciale de Web Paranormal. Comme d'habitude, les sous-titres sont disponibles pour cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo des lois physiques de l'au-delà. Du moins, je vais vous faire part de mes réflexions sur le sujet, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu comprendre tout au long de mon expérience. Ce que je vais vous expliquer n'engage que moi et je vous invite à me contredire par des argumentaires si mes théories ou mes observations vous semblent erronées. Tout d'abord, pourrait-on définir l'au-delà? Pour ma part, il s'agit de dimensions parallèles, imbriquées les unes dans les autres, et qui peuvent être perçues par ceux que l'on appelle des médiums, c'est-à-dire des personnes pouvant évoluer au milieu de ces mondes, d'abord notre monde physique bien sûr, et ensuite les mondes dits de l'au-delà. Ces dimensions sont multiples et possèdent des états vibratoires différents. On les définit parfois par le terme de plans astraux, et on les classifie en partant du bas astral, un lieu vibratoire très bas, domaine des entités sombres et des démons, jusqu'au haut astral, lié à haute vibration et domaine des êtres spirituels et des anges. Il est d'usage de considérer que ces dimensions sont au nombre de 7, et certains auteurs les subdivisent en sous-plans, ce avec quoi je suis plutôt d'accord. La base de ces structures est bâtie sur un ternaire, le monde physique, le monde astral, dont je vous parle aujourd'hui, et le monde divin. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, chaque individu a un pied dans ces différents mondes par ses pensées et ses émotions. Toutefois, seuls les médiums sont en mesure d'en avoir une vision plus étendue et maîtrisée, ce qui leur permet d'y voir les défunts et les autres entités. Cela n'exclut pas Madame et Monsieur Tout-le-Monde qui peuvent capter ponctuellement des images et des sensations en provenance de ces différents plans. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la partie médiane du monde astral, c'est-à-dire la partie la plus proche de notre monde physique, car c'est là que nous transitons en général après notre mort. Il s'agit d'un monde peuplé de nombreuses énergies, conscientes ou pas, et qui évoluent selon des règles particulières qui n'ont rien à voir avec la physique que nous connaissons, c'est-à-dire celle qui régit les règles de notre univers visible. C'est pour cela que dès lors qu'on s'intéresse à l'ésotérisme, on est plutôt dérouté par ces règles de fonctionnement qui ne collent pas aux certitudes auxquelles nous sommes habitués. Le temps et l'espace sont distordus, les réalités sont aléatoires, et les lois sur les communications, les déplacements ou les relations énergie-matière n'obéissent pas aux équations de la physique traditionnelle telles qu'Albert Einstein, par exemple, avait mises en forme. C'est pour cela qu'il est difficile de mesurer les phénomènes en provenance de ces dimensions à l'aide d'appareils et d'équations qui sont prévus pour mesurer notre monde physique. Mais regardons de plus près de quoi sont composés ces mondes. Tout d'abord, ils sont constitués en grande partie d'énergie en provenance de notre monde physique. Une partie de ces énergies sont les âmes des défunts. Lorsque l'on meurt, notre corps physique cesse de fonctionner. Par contre, nos pensées et nos émotions survivent dans ces dimensions. On peut se poser la question de savoir comment une pensée ou une émotion peut survivre sans un corps physique. Mais en fait, ce n'est pas si exceptionnel. Il existe des supports concernant la pensée et l'émotion qui nous sont très courants et familiers. Le livre en est le meilleur exemple. Nous pouvons avoir accès aux pensées de personnes disparues physiquement dans notre vie de tous les jours. Nous capterons les émotions d'Émile Zola, de Victor Hugo, de Descartes ou de César sans effort, rien qu'en lisant leurs écrits. Depuis l'arrivée de l'informatique, nous avons même les pensées dynamiques du programmeur, avec lesquelles nous pourrons réagir et interagir, et enfin, l'art qui nous permet de ressentir les sensations d'un poète, d'un peintre ou d'un musicien disparu. Une fois passé dans cette dimension de l'astral, l'âme du défunt va devoir s'adapter à ces nouvelles lois physiques. On imagine facilement que la première de ces lois est l'absence de gravité. De nombreux témoins, ayant expérimenté une mort imminente avec retour à la vie, racontent s'être vus flotter au-dessus de leur lit et avoir traversé les planchers et les murs. Les personnes capables de sortir de leur corps à volonté font état de ces mêmes aptitudes qui leur permettent de voyager sur de grandes distances à la vitesse de la pensée. Et ceci est la seconde loi remarquable. La limite de la vitesse possible, envisagée par Einstein, n'a pas cours dans ces mondes. La vitesse de la lumière n'est plus un obstacle. Il suffit de penser à un lieu pour s'y retrouver immédiatement. L'équation E égale mc2, c'est-à-dire l'énergie égale à la masse multipliée par la célérité au carré, n'a plus cours et dépasser la vitesse de la lumière ne provoquera pas de distorsion temporelle pour l'individu qui la pratique. Et cela nous amène à cette notion de temps. Ces dimensions offrent une notion de temps vraiment particulière. Contrairement à notre monde physique, le temps ne s'écoule pas tel un fleuve tranquille et uniforme, allant du passé vers le futur, en passant par un présent toujours en mouvement. Nous sommes dans un monde de pensées et d'émotions, et la perspective de la durée sera liée à l'utilisation de ces sensations. Cela semble étrange, mais c'est pourtant un phénomène que chacun d'entre nous a déjà éprouvé.
Vous avez sans doute remarqué que le temps semble passer plus vite pendant les vacances, alors qu'il peut être très lent quand on travaille. Pour les acharnés du boulot, cela peut même être l'inverse. On peut aussi s'endormir quelques secondes et penser que ça a duré des heures, ou dormir des heures et penser qu'on n'a quasiment pas dormi. C'est ainsi que le temps existe dans ces mondes. Ce n'est pas un temps commun à tous, comme dans le monde physique, mais un temps personnel qui dépend de notre propre énergie. Il peut se calquer sur le temps physique, tout comme être constitué d'une boucle où les mêmes événements se répètent, ou encore d'espaces-temps ponctuels, en pointillés ou hachurés. Ces espaces-temps ne se déroulent pas d'un passé vers un futur. Ils se dévoilent quand on les regarde, et plus on est dans les plans astro élevés, plus il est facile de les regarder. Ainsi, un esprit évolué pourra regarder facilement les différents futurs du monde physique, alors qu'un esprit de base astrale ne pourra qu'en percevoir des miettes floues. C'est cette loi particulière qui permet aux médiums de prédire l'avenir ou les avenirs possibles. Il y a quelques années en arrière, un événement à ce sujet m'avait marqué. La station de radio RMC avait organisé une émission avec un moyen télépathe afin de tester avec les auditeurs la transmission de pensées. Le principe était simple. Un médium, jouant le rôle d'émetteur, devait se concentrer sur un dessin et les auditeurs, jouant le rôle de récepteur, devaient faire le vide et tenter de recevoir dans leur esprit le dessin choisi. Puis ils devaient téléphoner au standard de RMC pour leur désigner l'image qu'ils avaient reçue. L'expérience fut un succès et les résultats dépassèrent le chiffre des probabilités. Mais il y eut un autre effet inattendu. Plusieurs auditeurs, ne se souvenant plus de l'heure exacte de l'émission, s'étaient prêtés au jeu. Ils avaient appelé le standard pour livrer le dessin qu'ils avaient capté avec un bon taux de réussite. Sauf que l'émission n'avait pas encore commencé et le médium n'avait pas encore choisi le dessin. Nous voyons donc que pénétrer ces dimensions nous confronte à des lois particulières bien différentes de celles du monde physique. Abordons à présent la forme des énergies de ce monde. Si nous revenons au cas des défunts, on s'attend à voir papy et mamie avec la même tête et le même aspect qu'ils avaient quelque temps avant leur décès, et c'est généralement le cas quand ils se manifestent. Mais est-ce la réalité? On pourrait penser que c'est plausible si on oublie que l'âme est une énergie. Certes, notre corps physique est aussi de l'énergie, mais son état vibratoire bas, celui de la matière, ne lui permet pas trop de se transformer, à part des cas extrêmes liés aux phénomènes psychosomatiques, comme certaines paralysies, certains eczémas, de l'anorexie, des pertes de cheveux, des stigmates religieux et tant d'autres choses. L'énergie de l'âme va se montrer sous un aspect connu si elle doit avoir contact avec ses proches encore vivants. Le reste du temps, elle peut choisir l'aspect qu'elle avait lors de ses meilleures années terrestres, ou même pas d'aspect du tout. Mais une âme perturbée pourrait se montrer sous des formes effrayantes si elle hante des lieux, afin de fuir les opportuns ou se nourrir de leur peur. Le classique du genre, que j'ai expérimenté de nombreuses fois, est la masse noire qui apparaît telle une brume épaisse, traversant les murs, faisant chuter la température par l'absorption de l'énergie ambiante et donnant des nausées, des angoisses ou une colère irraisonnée aux personnes à proximité. Cette forme peut provenir d'un défunt perturbé, mais aussi d'autres énergies non humaines, car cette dimension abrite un grand nombre d'énergies de toute nature. Des énergies anciennes, pouvant provenir de défunts ayant dégénéré, des énergies en provenance de pensées et d'émotions humaines, et les énergies de base, propres à la nature, présentes depuis l'origine du monde. Une grande partie de ces énergies est consciente, en mesure de développer des pensées et interagir avec d'autres mondes, y compris notre monde physique. Une entité peut être le résultat de plusieurs morceaux d'entités agglomérés. Elle peut se comporter comme une onde et être à plusieurs endroits à la fois, simultanément. Chaque morceau peut être identique ou se présenter sous des formes différentes. Il est d'ailleurs classique, lors d'exorcismes, de dégagements de maisons ou de séances de spiritisme, que les entités malveillantes prennent l'apparence d'enfants ou de défunts proches pour duper les intervenants. Ce monde étant celui de la pensée, une entité pourrait être capable de lire dans votre esprit ou obtenir des informations sur les autres entités existant dans le même plan astral. C'est d'ailleurs plutôt pratique quand on veut duper ceux qui veulent vous chasser. Je précise que certaines facultés, comme les grosses transformations ou les interactions avec le monde physique, ne se font pas immédiatement. Elles nécessitent de l'entraînement et une forte charge énergétique, donc émotionnelle, pour y parvenir. C'est donc rarement accessible aux entités novices. Ce qui nous amène à la partie énergétique. Pour alimenter notre corps, nous avons besoin de manger. Dans ces dimensions, la nourriture sera d'ordre émotionnel, et il y a de quoi se nourrir. Le flux des pensées et des émotions humaines apporte une alimentation régulière à certains plans astraux, dont celui dont nous parlons aujourd'hui. Les émotions et les prières positives adressées à un défunt vont permettre d'élever son taux vibratoire pour le faire accéder à un plan supérieur, au cas où il n'y aurait pas accédé par lui-même. Il s'agit d'une pratique que de nombreuses religions ont mise en place depuis l'aube de l'humanité, car les chamans et les prêtres étaient conscients du fonctionnement de ces mondes. Pour les entités plus sournoises, un moyen efficace de se charger durablement
et de provoquer chez les humains des émotions négatives comme l'agressivité, la colère ou la peur. Elles peuvent s'en nourrir et grâce à elles gagner en puissance. Ponctuellement, il existe d'autres sources d'énergie comme les appareils électroniques ou les batteries. C'est très utile sur le moment pour se manifester devant des vivants ou encore déplacer des objets, mais cette énergie ne persiste pas à long terme. Enfin, une entité, ayant déjà acquis une certaine force, pourra absorber l'énergie d'autres entités. Un genre de cannibalisme interfantôme, si on peut dire. Voilà donc résumé l'ensemble des lois principales en vigueur dans cette partie de l'astral. Certaines de ces lois fonctionnent dans les autres plans, avec toutefois des différences quand on aborde les plans supérieurs, dits divins, qui sont moins liés énergétiquement avec notre plan d'existence. On pourrait penser que ces lois physiques n'existent pas dans notre monde terrestre. Pourtant, au tout début du XXe siècle, un physicien allemand, Max Planck, élabore une théorie particulière sur le comportement des atomes et des particules, qui prendra le nom de physique quantique. Depuis, d'autres physiciens ont travaillé sur le sujet, et grâce aux nouvelles technologies, comme le microscope électronique, ils ont pu mettre en évidence certaines particularités physiques observables dans l'infiniment petit. Le premier fait étonnant, c'est qu'à l'échelle atomique, une particule peut se comporter comme une onde. Concrètement, une même particule peut exister dans plusieurs endroits différents. Elle va se dévoiler sur un emplacement précis quand on va la regarder. C'est un peu comme quand vous essayez de capter le signal de votre smartphone, dans un lieu où ça passe mal. En parcourant les pièces de votre maison, il va arriver un moment où vous obtiendrez quelques barres de signal qui vous permettront enfin de téléphoner. À ce moment précis, vous verrez que le signal est bien là et qu'il a une existence à cet endroit. Mais ce même signal a aussi une existence ailleurs et il a la même réalité pour votre voisin qui passe un coup de fil de l'autre côté de la rue. Le second fait marquant de la physique quantique est que des particules peuvent transmettre une information plus vite que la lumière. Ce type de phénomène a pour nom l'intrication quantique. Une particule existant dans deux espaces, même éloignée de milliards de kilomètres, réagira de la même manière et immédiatement si une de ces deux parties est sollicitée. C'est pourquoi la vitesse de la lumière n'a plus cours et elle peut être dépassée sans problème. Le troisième fait est temporel. Des expériences avec des photons ont pu montrer qu'un photon émis peut être reçu avant même d'avoir été envoyé. Je ne me pencherai pas en détail sur ces expériences, que l'on trouve détaillées sur Internet. Enfin, concernant les modifications de forme, il existe des particules énergétiques nommées neutrinos, capables de se transformer les uns dans les autres. Tout cela est expérimental, et malgré ces résultats étonnants, ces théories et ces expériences sont toujours en débat. Quoi qu'il en soit, on remarque tout de même des analogies significatives avec les lois de la physique dans les plans astraux, tels qu'un médium est en capacité de les observer. C'est pourquoi on peut se poser la question de savoir si l'au-delà est soumis aux lois de la physique quantique. Cela ouvre un champ d'investigation très prometteur, à cheval sur les nouvelles technologies et les antiques croyances, et j'imagine que des scientifiques à l'esprit ouvert pourraient se pencher sur le sujet. En tout cas, je vous laisse méditer sur cette théorie et les connaissances qu'elle pourrait apporter sur ces mondes mystérieux qu'on appelle l'au-delà. Comme d'habitude, merci pour votre écoute, pensez à mettre un joli pouce bleu pour m'aider au référencement, et abonnez-vous si ce n'est déjà fait, puis enfin partagez avec vos amis. A bientôt sur le carnet de l'INSEE.